En quelques mots, qui je suis, vous le savez déjà, puisque ça a été annoncé. Donc, je suis le fondateur d'une agence qui s'appelle User Agent, dont le métier est de concevoir, développer et designer des applications mobiles, des sites web et plus généralement des plateformes digitales. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est d'essayer d'être un peu concret dans les tendances. Il y a évidemment plein de tendances dans nos métiers à développer. Nous, on a travaillé sur le très court terme et ce qui va potentiellement vous occuper, alors plus ou moins, selon les métiers, selon les secteurs. Vous n'avez pas tous et toutes les mêmes attentions, mais on a essayé de travailler sur 10 tendances autour de nos métiers que je vais vous présenter maintenant, si la zapette veut bien marcher. La première tendance, qui est une vraie tendance de fond, c'est le retour des applications. Je ne sais pas si vous avez suivi le développement du digital ces 15 dernières années, mais on est passé par plusieurs vagues. La vague des applications iOS à partir de 2008 avec l'arrivée de l'iPhone, et puis ensuite l'arrivée d'Android, et puis ensuite tout le monde s'est dit que les applications ça coûtait cher et que finalement les sites web optimisés pour le mobile avec les fameuses PWA, je vais essayer de ne pas utiliser trop d'acronymes, ça fonctionnait pas mal, donc pourquoi faire une application? Et ça s'est un peu arrêté. Depuis 18 mois, on voit un vrai retour des applications mobiles. Première raison, c'est qu'on s'aperçoit fondamentalement que l'app économie ne connaît pas la crise. Le nombre de téléchargements sur les App Store et les dépenses au sein des applications mobiles n'arrêtent pas d'augmenter. Alors évidemment, la situation sanitaire des 18 derniers mois n'y est pas étrangère, mais globalement, on sent bien que l'application en tant que telle redevient un écrin pour les marques. Pourquoi ? Parce que les acteurs qui font des applications, qui ont des applications mobiles, que ce soit des industriels ou des retailers, ceux qui le font bien ont un vrai impact sur leur business. Alors d'abord leur business en ligne. Aujourd'hui, un acteur, un retailer qui a une application mobile voit environ 25%. Évidemment, c'est une moyenne, donc d'un secteur à l'autre, d'un produit à l'autre, d'une fréquence d'achat à l'autre, ça varie. Mais en moyenne, vous avez environ 25% de votre business en ligne qui passe par une application mobile. Le reste étant sur votre site web traditionnel ou votre site web mobile. Vous avez au sein des applications, c'est assez logique, mais c'est toujours bon de le rappeler, une audience qui est extrêmement captive, extrêmement engagée avec votre application et avec votre marque, et donc des taux de conversion qui sont 2 à 4 fois plus élevés que sur votre site web mobile ou sur votre site web traditionnel. Et puis vous avez des gens qui, dans le temps, vous rapportent plus, puisqu'évidemment, on télécharge une application sur une marque qu'on aime particulièrement, avec laquelle on est engagé, et donc on consomme plus, on dépense plus. Et donc, bon an, mal an, les gens qui utilisent votre application mobile sont des gens que vous devez protéger, que vous devez conserver. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous devez voir votre application mobile comme votre flagship digital. Aujourd'hui, vous avez, pour ceux qui sont retailers, un certain nombre de points de vente, et vous avez souvent des flagships. Ces flagships-là, vous ne les mettez pas dans les endroits les plus éloignés, vous n'utilisez pas les plus mauvais matériaux pour le faire, et vous investissez aussi dans du personnel et des services autour de ce flagship. Il faut avoir exactement la même approche avec votre application mobile. Ça doit être votre écrin digital, là où vous accueillez vos meilleurs clients, là où vous engagez vos clients les plus fidèles. Il faut donc leur offrir la meilleure expérience possible. Et puis, c'est aussi, et l'exemple de Nike, vous l'avez peut-être vu récemment, l'illustre, c'est aussi l'endroit où vous allez pouvoir augmenter votre magasin. C'est-à-dire que l'application, ou plutôt le magasin, devient un pendant de l'application. Pour avoir la vraie expérience de vos points de vente, il faut être possesseur de l'application mobile. Et c'est ce dans quoi Nike est engagé. Donc, utilisez votre application mobile à la fois pour votre expérience en ligne, mais aussi pour votre expérience en point de vente. Deuxième tendance, je vais accélérer en plus. Il me semble que j'avais un retour de timing que je n'ai pas, que je ne vois pas. Donc, il faudra m'indiquer si je... Ah voilà, il est là-haut, c'est pour ça. Il est devant les projecteurs. Les super apps, c'est le pendant, c'est-à-dire qu'ok, on fait une application mobile, mais on va vouloir que cette application mobile soit le cœur de notre écosystème. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, 15 ans, l'idée était de se dire une application fait une chose et elle le fait bien. Aujourd'hui, c'est une application doit faire plein de choses. Pourquoi ? D'abord pour créer de la récurrence d'usage, pour ne pas se faire désinstaller. Donc vous allez agréger un maximum de services au sein de votre application et plus disséminer les usages au sein de différentes applications pour en faire un vrai carrefour d'audience. Et au-delà de ça, essayez d'agréger votre écosystème partenaire autour de votre cœur business. On voit beaucoup d'applications type Klarna qui arrivent.
Carrefour, dans le retail, a annoncé récemment travailler avec Facebook sur une super app. On travaille avec le groupe Casino sur des sujets similaires où effectivement l'objectif aujourd'hui, c'est à la fois de servir le online, de servir le offline, d'aller chercher des services partenaires au travers de marketplace, de travailler sur le paiement, de travailler sur la fidélité, tout ça autour d'une même application. Maximiser l'engagement autour de votre application. Troisième tendance, toujours autour des applications, après on va sortir un peu, les Instant Apps, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, ça s'appelle Instant App sur Android, ça s'appelle AppClip sur iOS, c'est sorti il n'y a pas très longtemps. L'objectif est le suivant, le téléchargement c'est toujours une barrière, les gens qui veulent utiliser notamment en situation de mobilité une application, ils ont toujours cette contrainte de se dire il faut que j'aille sur l'App Store, que je rentre éventuellement mon code, si je n'ai pas la biométrie, que je télécharge, trop long je ne fais pas, ça me saoule. Apple et Android ont bossé sur un système qui va permettre, via un QR code, via le NFC demain, d'approcher votre téléphone, par exemple, d'une borne de station essence, et automatiquement d'émuler ce qu'on appelle l'AppClip, donc un extrait d'application qui va permettre de tout de suite engager l'utilisateur dans l'usage. Et en plus, ces applications étant connectées à tous les systèmes d'authentification et de paiement d'Apple ou de Google, d'avoir une expérience quasiment one-click pour, par exemple, remplir votre voiture d'essence, puisque vous allez être reconnu par Apple Signing, vous allez utiliser votre carte de paiement avec Apple Pay, et éventuellement, ça va être connecté au programme de fidélité. Tout ça sans finalement toucher la pompe, et juste en mettant de l'essence dans votre voiture. Donc ça, c'est un vrai levier d'acquisition en 2022 pour votre application, et aussi un vrai levier d'usage de vos services, notamment en mobilité. Quatrième tendance, le morphisme. Alors on bascule cette fois-ci dans le design, mais on sait que ce qui est aujourd'hui fait sur les interfaces mobiles se répand progressivement dans le monde physique. Et donc ce que vous voyez là a vocation à se déployer sur d'autres interfaces. L'idée est la suivante, c'est qu'on est passé en 2008 de ce qui s'appelait le skeuomorphisme, c'est-à-dire que Apple reprenait les codes du monde réel, c'est-à-dire que le picto de votre agenda, c'était un agenda qui était redessiné. Là, on était vraiment dans l'illustration du monde réel au sein des applications. Microsoft et Google sont arrivés avec le flat design, donc on a arrêté tous les reliefs, toutes les surfaces, on est passé sur des carrés, sur des aplats sans dégrader pendant 5-6 ans. Là, on est dans une espèce de synthèse. Voilà, il y a des vagues comme ça, ça fait partie des modes, mais qui est en train de s'installer depuis, pareil, 12 à 18 mois, où on retravaille un peu la profondeur, on met des calques, on met des dégradés de couleurs. Quelque part, le logo Total qui vient d'être fait est un peu dans cette ambiance aussi. Donc on est dans un intermédiaire entre l'illustration du monde réel et de ses aspérités, et puis le digital. Autre élément en termes de design, celui-là il est important et il me plaît particulièrement, c'est ce qu'on appelle le design conversationnel. Quand on pense marketing conversationnel, alors on va penser au chatbot, au voicebot. Moi je pense que le premier dialogue avec une interface, ça passe par toutes les micro-animations, toutes les réactions, les actions que l'interface va pouvoir procurer à l'utilisateur, soit en proactif, c'est-à-dire que l'application ou votre site web, par du mouvement, par du son, par de la vibration, puisque maintenant il y a ce qu'on appelle les retours haptiques, donc vous avez des vibrations, soit en fonction d'actions que vous faites, soit pour vous solliciter, vous rappeler. Et s'engage finalement une sorte de dialogue qui va souvent bien au-delà de ce qu'un bot pas très éduqué peut encore faire aujourd'hui. Et je trouve que le premier travail à faire quand on parle de marketing conversationnel, c'est de faire dialoguer vos interfaces avec les utilisateurs au travers de ce type de solution. Autre tendance, pour paraphraser une célèbre phrase de Franck Ribéry, il va falloir faire avec le sans contact pendant les prochaines années. Je vous ai mis le petit graphe des tendances de recherche sur QR code. On voit bien l'impact de la pandémie. Et c'est vrai que, comme le titrait Le Parisien il y a quelques semaines, on est dans une vie sous QR code. Et pour rentrer dans cet événement, on l'a encore vu. Donc il va falloir s'habituer à vivre avec le QR code. Et là, évidemment, encore, le mobile a un rôle essentiel à jouer pour permettre l'interaction entre le monde physique et le digital. Il y a d'autres initiatives, et vous en avez peut-être parlé plus tôt ou plus tard dans cette journée, autour de cette relation à distance.
puisqu'on va devoir aussi vivre dans un monde hybride où les magasins vont être ouverts, les magasins vont être fermés, les magasins vont réouvrir à nouveau. Et donc s'installent des nouvelles tendances. Alors, celle-là pourrait aussi illustrer d'ailleurs le besoin d'humanisation des interfaces, puisqu'on recrée on réinvente et on réintègre de l'humain au sein d'interfaces digitales. Mais il est aussi là pour permettre aux points de vente de vivre à distance et donc petit à petit finalement de rendre invisible quasiment le segment entre le online et le offline. Vous êtes sur votre application mobile, vous êtes sur un site web et vous dialoguez avec un vendeur dans un magasin, que ce soit pour faire du shopping à distance, sur du live shopping, ou avoir un conseiller particulier qui vous accompagne dans votre acte d'achat. On l'a notamment travaillé avec Boulanger, où finalement on utilise le temps disponible des vendeurs qui sont en point de vente pour accompagner d'autres utilisateurs qui sont, eux, sur des interfaces online. Donc il y a un vrai travail d'organisation à faire, mais il y a un vrai bénéfice à utiliser les ressources offline que vous avez pour servir votre clientèle online. Et puis une autre forme d'illustration faite par Ralph Lauren, où vous avez carrément la possibilité d'engager une visite virtuelle. Donc là, c'est idéal quand les magasins sont totalement fermés. Ralph Lauren a recréé l'environnement du point de vente en réalité augmentée, en réalité virtuelle. Et vous naviguez dans le magasin comme si vous y étiez, mais par contre, toute l'expérience d'achat bascule sur un achat classique online. C'est-à-dire qu'on peut aller voir les produits sur un modèle, et à partir de là, vous rentrez dans une expérience classique de page produit et d'achat en ligne, mais vous vous promenez véritablement dans le magasin. Là, on est encore dans cette vie Covid by design. Autre forme d'hybridation qui se développe ces derniers mois, la recherche. C'est un élément essentiel parce que la recherche, c'est quoi? C'est de l'acquisition. Et donc l'idée est de raccourcir le plus possible le moment de contact, d'inspiration. Donc l'inspiration, ça peut être quoi? Ça peut être vous dans la salle, là, vous avez un chemisier qui me plaît. Ça peut être un magazine que je feuillette avec une page mode ou une page de publicité. Ça peut être une vitrine devant laquelle je suis. Tout ça sont des moments où je suis inspiré. Et de quelle manière je peux raccourcir le plus possible le chemin entre cette inspiration et l'achat? Ça passe par notamment la reconnaissance d'images qui se développe. Alors il y a aussi le vocal, mais je trouve ça plus anecdotique. Ce qui est intéressant, c'est vraiment tout le travail qui a été fait en termes d'intelligence artificielle et de base de données d'images, qui fait qu'aujourd'hui, l'expérience sur certains sites et certaines applications, elle est assez bluffante. Si vous l'avez essayé, vous scannez, vous prenez en photo une image et automatiquement, on vous propose de manière extrêmement efficace une suite du produit qui peuvent être soit le produit que vous avez vu réellement, soit des suggestions autour de ce produit-là. Et c'est quelque chose qui, effectivement, finalement, rend le monde intelligible en un clic. Ça sert bien évidemment des problématiques de shopping et des problématiques transactionnelles, puisque c'est de la recherche de produits, mais fondamentalement, ça va bien au-delà de ce type de problématique. Donc ça, c'est une première tendance de recherche. Et il y a une deuxième tendance de recherche qui est toujours une forme d'hybridation, et c'est ce qu'a présenté Google récemment, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est l'association... Ah, j'ai lancé Google. C'est l'association entre l'image et le texte, c'est-à-dire que vous allez pouvoir prendre une image d'une veste avec un motif et taper en texte pour demander à Google de vous trouver les chemises qui ont le même motif que cette image. Et Google, le moteur de Google, va faire le lien entre votre requête texte et l'image et vous proposer tout un tas de produits qui auront le même motif que la veste et pas la veste elle-même. Donc on voit que la recherche commence à être multimodale, commence à être intelligente. Encore une fois, l'idée c'est quoi? C'est de raccourcir l'opportunité business et de faire en sorte que la conversion soit la plus efficace possible. 8e tendance, je suis en avance, on va pouvoir prendre des questions. La mise au vert, je crois que j'en avais parlé l'année dernière à cet événement. C'est une tendance assez récente, mais c'est une tendance de fond. Alors la première, elle tourne autour de l'éco-conception. Ce n'est pas la plus développée aujourd'hui. C'est l'une des plus compliquées. Pourquoi? Parce que d'un côté, vous avez cette exigence, cette obligation aujourd'hui de penser aussi le numérique, non pas uniquement comme une solution à la décarbonisation du monde, mais le numérique, il a aussi un impact. Et tout ce qu'on fait en termes d'interface mobile, des applications ou des sites, par le téléchargement multiple d'applications, par les appels réseau de ces sites web,
ça crée une empreinte digitale. Donc de plus en plus d'acteurs, dans le cadre, vous receviez Yves Rocher, d'entreprises à mission, nous demandent de quelle manière je peux travailler dans la conception de mon service sur la réduction de l'empreinte digitale, de l'empreinte environnementale de ce service. Ça passe par beaucoup d'éléments, ça passe par la conception même. On a tendance, et je le disais au début, c'est là qu'on va voir toutes les contradictions de ces tendances, par le fait de se poser la question du fonctionnel de votre service. Qu'est-ce que vraiment toutes les fonctions de mon service sont utilisées par les consommateurs? Est-ce que je ne peux pas avoir une cure d'amaigrissement au niveau du fonctionnel en lui-même? Ensuite, ça passe évidemment par le design. Donc, on parle beaucoup du dark mode, qui est un moyen aussi de baisser la luminosité et de servir cette problématique-là. Et ça passe aussi par des problématiques techniques, c'est-à-dire dans la conception de mon service, de quelle manière j'optimise les appels réseau. Alors, moins je fais d'appels réseau, moins j'ai des services potentiellement en temps réel. Donc, quelque part, je peux desservir par moment l'expérience utilisateur. Donc, quel équilibre vous allez trouver en tant que marque entre cette exigence d'amaigrissement, de cure d'amaigrissement de vos services numériques et de l'autre côté, l'engagement que vous avez tous de servir de manière optimisée l'expérience client et qui demande forcément beaucoup de données en temps réel. C'est un vrai challenge et un point d'équilibre à trouver. On va finalement avoir la même problématique sur cette 9e tendance qui est de passer du privacy by design au human by design. Donc le privacy by design, c'est fondamentalement une obligation de RGPD qui nous oblige tous, agences et annonceurs, à travailler notamment sur la minification des données collectées. Donc là, il y a également un vrai enjeu. J'ai pris l'exemple d'une application d'une marque française très connue que je ne citerai pas, sur sa Consent Management Platform qui comprend 286 trackers. Donc, pour être dans le métier depuis un certain temps, je m'interroge toujours. On est monté à 450 traceurs sur certains médias. Je m'interroge surtout souvent sur la nécessité d'avoir autant de trackers dans une application. C'est encore le cas aujourd'hui. Il va falloir aligner vos engagements avec la réalité de vos modèles économiques parce que ces traceurs, malgré tout, on a fait une étude récemment, il y en a 50 en moyenne dans les applications mobiles. Ils servent quand même des problématiques business, bien évidemment de publicité, bien évidemment de personnalisation de contenu, bien évidemment de livraison et de tracking de géolocalisation. Donc encore une fois, il va falloir trouver le bon équilibre entre cette expérience client que vous voulez temps réel, que vous voulez contextuelle, que vous voulez personnaliser, et ça demande de la donnée utilisateur, avec une transparence dans la collecte et l'usage pour emporter l'adhésion de vos consommateurs. Et puis le dernier point, c'est sur l'accessibilité et au-delà de l'accessibilité de l'inclusion ou de l'inclusivité. On tape souvent sur les GAFA, c'est la mode en ce moment. Force est de constater que sur ce type de problématique, que ce soit Apple et Google notamment, elles nous offrent une palette d'outils dans les outils qu'elles mettent à disposition des développeurs comme nous en termes d'outils de développement. On a accès à un certain nombre de fonctionnalités qui vont vraiment permettre de répondre à différentes déficiences, qu'elles soient auditives, qu'elles soient visuelles, qu'elles soient moteurs. Aujourd'hui, les GAFA ont fait un vrai boulot pour nous permettre, à nous concepteurs et développeurs, de proposer des interfaces qui soient les plus ouvertes possibles. Ça reste l'une des promesses du web, c'est l'ouverture au plus grand nombre. Tout le monde doit pouvoir accéder, quel que soit son pays, quel que soit son équipement, quelles que soient ses déficiences, doit pouvoir accéder au web. Aujourd'hui, on a les outils, c'est une obligation légale, il y a des amendes assez légères, il faut le dire, donc c'est assez peu incitatif finalement. Alors c'est dans beaucoup tout ça et se retrouve dans beaucoup d'appels d'offres, de briefs. Ça fait partie des exigences, donc c'est un premier pas qui est important. Malheureusement, on s'aperçoit, et on a une responsabilité nous aussi en tant qu'agence, c'est que ça ne va pas beaucoup plus loin et que dans la vie d'un projet derrière, on a tendance à l'oublier. Dans les phases de test, par exemple, je vois assez peu de personnes déficientes impliquées. Effectivement, c'est du budget, c'est de la contrainte, mais ça doit faire partie de l'engagement qu'on doit avoir. Et puis dans la vie du produit derrière, c'est pareil. Il y a assez peu de KPI qui soient sur l'accessibilité, sur l'éco-conception ou sur le privacy by design. Et puis, il me reste 10 secondes. La dernière, c'est la méta-intermédiation. Alors que ce soit les marketplaces, on a différents exemples, que ce soit Instagram et les réseaux sociaux, ou que ce soit les OS en eux-mêmes, c'est-à-dire Apple et Google,
Vous allez avoir cette vraie problématique d'avoir à gérer, notamment quand vous êtes retailer, de vous retrouver vous-même intermédié par ces grandes plateformes. Et vous allez osciller entre un Nike qui a décidé de sortir de ces plateformes et un Accor qui a fait le choix d'aller sur Booking à un moment, ou aujourd'hui un McDonald's qui décide d'aller sur Deliveroo et Uber Eats et de se faire intermédier et donc de gagner en business court terme ce que potentiellement on perd en connaissance client long terme. C'est un enjeu extrêmement complexe à gérer pour les marques et qui va forcément occuper une partie de 2022 et bien plus. Voilà, j'en ai fini en 20 minutes. C'était court, j'ai survolé tout ça. Je vous remercie.